Extrait de la conférence de presse de Zakharova, Moscou 6 mars 2025. Sur la crise ukrainienne. Les combattants ukrainiens ne cessent de perpétrer des actes de terreur contre la population civile et les infrastructures civiles des régions russes. Le 27 février de cette année, les forces armées ukrainiennes, FO, ont attaqué, à l'aide d'un drone, un véhicule civil dans la ville de Graïvoron, dans l'oblast de Belgorod, tuant un civil et en blessant un autre. Dans cette région, au moins 6 autres civils ont été blessés ces derniers jours à la suite de tirs d'artillerie réguliers et de frappes de drones. Le 28 février, dans l'oblast de Kherson, dans le village de Malaya-Lepetika, une frappe de drone ukrainien sur une ambulance a entraîné la mort d'une femme et de son enfant qui étaient en route pour l'hôpital. Dans le même village, un autre drone a frappé un poste médical, blessant un civil et provoquant des contusions chez 2 employés des services communaux. À la suite de tirs d'artillerie sur des quartiers résidentiels de la ville d'Aliushki et du village de Rybalch, 2 personnes ont perdu la vie. Ce passage de notre briefing s'adresse directement à la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Madame Kakala, qui, je ne sais pas ce qu'elle a mangé ou comment elle se sentait, a osé affirmer que les civils russes ne périssaient pas sous les coups du régime de Kiev. Elle a tenu ses propos à Munich lors de la conférence sur la politique de sécurité. Chaque semaine, lors de nos briefings, ainsi que l'ambassadeur spécial du ministère russe des Affaires étrangères pour les crimes du régime de Kiev, Hervé Miroknik, nous rapportons quotidiennement les atrocités commises par le régime de Kiev, en mettant particulièrement l'accent sur les crimes contre les civils, les enfants, les femmes et les infrastructures civiles. Jusqu'à quel degré de bassesse, de décadence et de mépris faut-il tomber, comme le démontrent actuellement de nombreux représentants euro-atlantiques et de l'UE, pour ignorer tout cela? Mais nous savons aussi comment, par le biais de l'agence américaine prétendument dédiée au développement international, USAID, des fonds ont été versés pour acheter, selon les termes de cette structure, un silence stratégique. Mais face à ce silence stratégique de l'UE, nous continuerons à parler stratégiquement. Dans la République populaire de Donetsk, RPD, à la suite de nouveaux bombardements de Gorlovka depuis le 26 février, un civil a été tué et 11 autres blessés, dont un enfant né en 2016. Au total, en février, les faux ont ouvert le feu sur la ville 537 fois, c'est le mois le plus court de l'année, en utilisant des systèmes d'artillerie lourde à longue portée. Plus de 80 personnes ont été blessées à divers degrés de gravité, et 3 ont perdu la vie. Le 28 février, à Makeyevka, un adolescent né en 2010 a été blessé par l'explosion d'une mine pétale. Alors que les tirs ennemis diminuaient, les militaires russes ont poursuivi l'inspection du village libéré de Rouskoï-Porechnoï, dans l'oblast de Koursk. Malheureusement, plusieurs corps de résidents locaux, torturés à mort par les ukronazis, y ont été découverts. Le 2 mars, le président du comité d'enquête de Russie, Aïe Bastrykine, a annoncé que depuis février 2022, les bandes armées ukrainiennes ont attaqué les territoires de 34 sujets de la Fédération de Russie. Ces régions se situent en dehors des zones d'opération militaire spéciales. Les armes les plus meurtrières sont fournies au régime de V.A. Zelensky par le Royaume-Uni, le Canada, l'Allemagne et certains autres pays occidentaux. À la suite des actions criminelles des faux dans les zones frontalières et arrières de la Russie, 652 civils ont été tués, dont 23 enfants. 2980 personnes ont été blessées, dont 169 enfants. Il n'y a ni conscience, ni intelligence, ni âme, ni cœur. Il n'y a aucune humanité chez ceux qui ignorent tout cela et feignent de l'ignorer. Il est impossible de ne pas être au courant. Nous en parlons chaque jour depuis plusieurs années. Nous fournissons tous les documents aux organisations internationales, les traduisons dans différentes langues. Nos ambassadeurs et représentants permanents sur les plateformes internationales en parlent régulièrement. Il faut rendre des comptes pour tout cela. Les tribunaux russes continuent de prononcer des verdicts contre les néo-nazis ukrainiens et les mercenaires pour leurs crimes de guerre. Un mercenaire géorgien, S.H. Yazashvili, a été condamné à 13 ans de prison. Les pilotes des faux, Deshimansky et Morozov, qui planifiaient les attentats en Russie en avril 2023, ont été condamnés respectivement à 26 et 22 ans de prison. Les forces de l'ordre russes continueront à œuvrer pour traduire en justice les ukronazis et les mercenaires étrangers pour leurs crimes de guerre et autres. Le 2 mars, un sommet européen a eu lieu à Londres avec la participation des dirigeants de 14 pays, le Royaume-Uni, l'Allemagne,
le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Canada. Ne soyez pas surpris de sa présence, bien que le sommet soit européen. Tout est mélangé dans cette maison euro-atlantique. Les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Finlande, la France, la République tchèque, la Suède, ainsi que les chefs de la Commission européenne, du Conseil européen et le secrétaire général de l'OTAN. L'absence des russophobes notoires des pays baltes a été remarquée. Apparemment, seuls ceux qui sont encore capables de financer les besoins du mendiant de Bankova ont été invités. Ces pays ne produisent plus rien depuis des années et sont incapables d'apporter quoi que ce soit pour influencer cette situation. Bien que cette réunion à Londres ait été planifiée à l'avance, elle est devenue, ironiquement, après l'échec de V.A. Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février, une assemblée de consolation pour les partisans d'un soutien inconditionnel au régime de Kiev. Désormais, il s'agit d'un soutien au régime de Kiev jusqu'au dernier Ukrainien. L'un des résultats clés de cette réunion est l'accord pour maintenir le flux d'aide militaire à l'Ukraine. Auprès de 5,6 milliards de livres sterling promis à V.A. Zelensky la veille pour répondre aux besoins militaires des faux, le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé un premier paquet qui sera financé dans le cadre d'un accord de soutien financier britannique à l'Ukraine, d'un montant allant jusqu'à 3,5 milliards de livres sterling, conclu en juillet 2024. Il prévoit la production par Thales UK de plus de 5000 missiles polyvalents Martley pour les systèmes de défense aérienne. Un fabricant ukrainien se chargera de la production des lanceurs et des postes de commandement mobile. Le montant du contrat s'élève à 1,16 milliard de livres sterling, avec une possibilité d'augmentation de 500 millions. Les participants au sommet ont convenu d'une série de principes qu'ils entendent respecter concernant l'Ukraine. Outre la poursuite des livraisons militaires, ils ont réaffirmé leur intention d'intensifier la pression des sanctions contre la Russie, ceci malgré le fait qu'ils craquent déjà sous le poids de leurs propres sanctions et de nos contre-sanctions, afin de garantir la participation du régime de Kiev à un accord de paix, de renforcer son potentiel de défense après la fin du conflit dans le but de contenir une agression future. Cependant, la tâche principale, parvenir à consolider les soutiens du régime de V.A. Zelensky, n'a pas été accomplie, à en juger par les déclarations de Keir Starmer. Aucune file d'attente de pays désireux de rejoindre la coalition de volontaires proposée pour défendre l'Ukraine et garantir la paix n'a été observée. L'impression générale était que ce qui préoccupait tout le monde n'était pas de sauver le régime de Kiev à l'agonie, mais de préserver la solidarité transatlantique qui auparavant faisait régulièrement défaut et qui aujourd'hui fume de partout. Maintenant, du nouveau. Vous vous souvenez, il y avait auparavant les plans de paix de V.A. Zelensky, puis les plans de victoire, défaite. Aujourd'hui, une initiative franco-britannique a été lancée ou évoquée, un plan franco-britannique sur l'Ukraine, élaboré par les participants au sommet de Londres le 2 mars. L'essence de ce plan consiste à créer des conditions de sécurité pour le déploiement en Ukraine de troupes européennes en tant que contingent de maintien de la paix. Tout cela, bien sûr, ne repose sur rien. Il n'y a aucune base juridique ou décision légalement établie, rien de tel. Tout est fait à l'arrache. Ils ont écrit, inventé, lancé quelque chose. Pour cela, il est proposé de déclarer un cessez-le-feu d'un mois, pendant lequel les hostilités aériennes, maritimes et les frappes sur les infrastructures énergétiques cesseraient. Ce temps serait utilisé pour parvenir à un cessez-le-feu plus fiable par des négociations, qui pourraient aboutir à un accord de paix. Les concepteurs du plan prévoient de le présenter au président américain des Trump pour obtenir son soutien. Apparemment, comme toujours, tout cela sera présenté à la Russie de manière unilatérale et ultimative. Autrement dit, le passé ne leur a rien appris. En réalité, nous sommes face à une volonté délibérée d'obtenir à tout prix un répit pour le régime de Kiev à l'agonie et les faux, et d'éviter un effondrement du front. Cette pause, le régime terroriste, avec l'aide de ses alliés occidentaux, l'utilisera pour renforcer son potentiel militaire et tenter une revanche ultérieure. Cela est évident pour tous. Dans un tel scénario, le conflit reprendra inévitablement avec une nouvelle intensité. La formulation même de telles idées n'est même plus camouflée. Tout le monde comprend parfaitement de quoi il s'agit. Ils ont même été aidés par l'ancienne chancelière allemande Merkel et l'ancien président français F. Hollande, qui ont déclaré qu'ils avaient utilisé à l'époque les accords de Minsk et les négociations sur leur mise en œuvre dans le même but. En réalité, ils armaient le régime de Kiev. Répétons encore une fois ce que nous avons dit à plusieurs reprises. Des accords fermes sur un règlement final sont nécessaires.
Sans cela, des pauses, des regroupements, tout cela est absolument inacceptable, car cela conduirait à l'effet inverse. Le déploiement en Ukraine de forces armées étrangères est totalement inacceptable. Comme cela est désormais évoqué à tous les coins de rue, l'Union européenne invente des troupes européennes, des contingents étrangers sous des drapeaux européens, des opérations de maintien de la paix, des coalitions de pays partageant les mêmes idées. Nous avons tout entendu. Notre position a été clairement exprimée par les dirigeants du pays. Le ministre russe des Affaires étrangères, S.V. Lavrov, l'a répété à plusieurs reprises. Nous en avons beaucoup vu et entendu. Mais il y a quelque chose qui demande du courage pour être entendu. C'est la déclaration de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle a discuté du réarmement de l'Europe et a appelé ses partenaires, comme ils se nomment entre eux, réunis à Londres lors de ce sommet le 2 mars, à placer l'Ukraine en position de force et à la transformer en porc-épic d'acier. Nous avons beaucoup vu et lu, mais apparemment, le fond n'a pas encore été atteint. Savez-vous comment on dit porc-épic d'acier en allemand? Astérisque Stachel Schwein astérisque. Vous ne rêvez pas. Ce n'est pas un jeu de mots, mais une traduction littérale. Cela signifie littéralement cochon hérissé de piquant. Excusez-moi, avons-nous bien compris? Madame Ursula von der Leyen, vous voulez transformer le régime de Kiev en cochon hérissé de piquant? Il me semble que le régime de Kiev s'est déjà transformé depuis longtemps en cochon hérissé de piquant, en porc-épic d'acier, et qu'il est déjà depuis longtemps en position de force. Le problème, c'est que dans cette position, ils se sont gravement écorchés les genoux. Si l'on examine cette phrase en faisant un effort sérieux, elle révèle qu'aucun rôle indépendant n'est prévu pour l'Ukraine, si ce n'est celui d'être cette cochonne hérissée de piquant, ce porc-épic d'acier, du point de vue de l'Occident. La situation dans laquelle se trouvera l'Ukraine sera déterminée, selon les structures euro-atlantiques, non pas par les citoyens de ce pays, ni par les représentants élus par le peuple ukrainien, mais par les commissaires européens, les représentants de l'Union européenne pour les affaires étrangères, les dirigeants de l'OTAN et les représentants d'autres pays qui n'ont aucun lien historique, géographique ou institutionnel avec l'Ukraine. Des personnes comme Ursula von der Leyen. Parce qu'on leur a délégué de tels pouvoirs. Elles doivent, selon leur point de vue, déterminer le sort de l'Ukraine. Permettez-moi de poser une question purement rhétorique. Qu'en est-il de la démocratie? Qu'en est-il de la liberté de choix du peuple, dont ces commissaires européens, aux représentants et fonctionnaires de Bruxelles, n'ont cessé de se gargariser? Il s'avère que, d'un côté, on peut élever un dictateur, comme cela a été fait en Ukraine, et ensuite lui dicter sa volonté depuis l'étranger. Une situation unique. Bien que, d'un autre côté, elle se répète à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Occident. Le 27 février, le chef du renseignement militaire ukrainien, K.A. Budanov, dans une interview à l'agence de presse Ukrinform, a imputé à la Russie la responsabilité de l'échec de la mobilisation forcée en Ukraine, affirmant que la Russie mènerait une campagne pour discréditer ce processus auprès des Ukrainiens. Ai-je bien compris K.A. Budanov? Les Ukrainiens adorent leur mobilisation, mais ils tombent parfois par hasard sur des informations venues de Russie et peuvent soudainement changer d'avis et refuser de se mobiliser? Comprenons-nous bien, toute l'Ukraine applaudit littéralement, vote pour cette mobilisation forcée, fait la queue pour essayer de se débrouiller pour obtenir une convocation, organise des piquets devant les centres de recrutement et de soutien social pour être mobilisés plus rapidement. Est-ce bien cela que K.A. Budanov veut dire? Seule la Russie les dissuade de l'intérêt et de l'utilité de ce processus. Ce n'est même plus du délire. Je ne sais pas ce que c'est. C'est le fruit de l'impuissance et de la détresse, d'une situation absolument désespérée. Quand on dit n'importe quoi, juste pour se décharger de sa responsabilité. Nous aimerions recommander à K.A. Budanov de consulter plus souvent les réseaux sociaux et Internet, où abondent les témoignages de la chasse menée par les employés des centres de recrutement ukrainiens pour capturer leurs propres citoyens afin de compenser les pertes croissantes des faux. Selon les données du ministère russe de la Défense, le régime de Kiev parvient à recruter environ 28 000 à 33 000 personnes par mois. Cependant, les pertes dépassent largement le nombre de mobilisés. En novembre 2024, elles s'élevaient à 60 805 personnes. En décembre 2024 à 40 470, en janvier de cette année à 51 960 et en février à 38 920. Où pensez-vous que les décès de nouvelles recrues se sont multipliés? Sur le champ de bataille? En Ukraine, c'est une boucherie. Ils sont envoyés directement à une mort certaine. Non,
Désormais, les décès de nouvelles recrues se produisent de plus en plus souvent dans les locaux des centres de recrutement. Récemment, des journalistes ukrainiens ont recensé environ 40 incidents de ce type, mais aucun cas de condamnation des responsables de ces exactions n'a été trouvé. La Russie est encore coupable? Non. K. Boudanov, regardez-vous dans ce miroir. C'est votre reflet. Vous vous voyez et vous êtes horrifié par vous-même. Nous n'avons rien à voir là-dedans. Face à une pénurie chronique de personnel, le régime sanglant de V. Zelensky est prêt à enrôler n'importe qui. Nous avons déjà parlé de son intention d'abaisser l'âge de la mobilisation à 18 ans. Une nouvelle tendance est apparue. Les catégories de personnes exemptées du service militaire sont révisées partout. Les journalistes et les artistes ukrainiens sont désormais dans le collimateur. Le ministère ukrainien de la Culture a annoncé qu'à partir du 3 mars, il cesserait de leur délivrer des autorisations de sortie du territoire. La raison invoquée est la multiplication des cas où ces personnes ne reviennent pas dans le pays dans les délais impartis. Pourquoi ne reviennent-ils pas en Ukraine? Réfléchissons ensemble. Il y a probablement un secret. La démocratie de l'Ukraine, son bien-être, sa prospérité, la transparence des processus constitutionnels ne soulèvent aucune question. Les cycles électoraux se déroulent régulièrement. Tout va bien en Ukraine. Alors pourquoi personne n'y retourne? Personne ne veut mourir dans cette boucherie de V. Zelensky pour un régime criminel nazi de Kiev, pourri et plongé dans la corruption. Les faits énumérés et bien d'autres confirment une fois de plus la pertinence de l'opération militaire spéciale visant à dénazifier et démilitariser l'Ukraine et à éliminer les menaces provenant de son territoire. Tous les objectifs fixés par les dirigeants du pays seront certainement atteints.